Ceci, dit le docteur Constantine, est plus incroyable et improbable que n'importe quel roman policier que j'ai jamais lu. Je suis d'accord, poursuivit M. Bouc. Quoi ensuite, je vous le demande? Ou devrais-je dire, quel est le suivant? J'ai la réponse. Voici venir notre détective américain, M. Hardman, répondit Poirot. L'Américain s'assit. Que se passe-t-il au juste dans ce train? Demanda-t-il d'une voix traînante. Je n'ai jamais rien eu à voir avec la famille Armstrong, mais je commence à croire que je suis le seul dans ce train pour qui ce n'est pas le cas. M. Hardman se pencha en arrière et regarda Poirot d'un air admiratif. Je dois bien le reconnaître, vous êtes brillant. Vous êtes trop aimable, M. Hardman. Tout de même, le problème n'est pas complètement résolu. Peut-on dire avec certitude que nous savons qui a tué M. Ratchet? Ne comptez pas sur moi, dit M. Hardman, mais pour ce qui est de l'Américaine âgée et de sa femme de chambre, je suppose que nous pouvons dire qu'elles sont innocentes. À moins que, dit Poirot, nous ne puissions trouver leur place au sein de la famille Armstrong. Ah, mon cher, s'exclama M. Bouc, ils ne peuvent pas tous en faire partie. Poirot posa les yeux sur lui. Vous ne comprenez pas. Dites-moi, savez-vous qui a tué Ratchet? Demanda-t-il. Et vous? Contra M. Bouc. Poirot hocha la tête. Oh oui, je le sais depuis un certain temps. Poirot garda le silence une minute. Auriez-vous l'amabilité, M. Hardman, de rassembler tous les passagers ici? Il y a 2 solutions possibles à cette affaire. Je souhaiterais les énoncer devant tout le monde. Les passagers vinrent s'entasser dans le wagon-restaurant et s'installèrent autour des tables. Ils avaient tous plus ou moins la même expression sur le visage, une expression d'attente mêlée à de l'appréhension. Le conducteur de wagon-lit faisait les 100 pas devant la porte. « Permettez-vous que je reste, monsieur ?»« Bien sûr, Michel. » Poirot s'éclaircit la voix. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici au sujet de l'enquête sur la mort de Samuel Edward Ratchet, alias Cassetti. Il y a 2 solutions possibles à ce crime. Je vais les énoncer toutes les 2 devant vous, et je demanderai à M. Bouc et au docteur Constantine, ici présent, de décider laquelle des solutions est la bonne. Vous connaissez tous les faits à présent. M. Ratchet a été retrouvé mort ce matin. On sait qu'il a été vu vivant pour la dernière fois hier soir à minuit 37, lorsqu'il a parlé au conducteur de wagon-lit à travers la porte. Une montre dans la poche de son pyjama a été retrouvée très cabossée et elle était arrêtée sur 1h15. Le docteur Constantine, qui a examiné le corps lorsqu'il a été découvert, situe l'heure de la mort entre minuit et 2h du matin. À minuit 30, le train a foncé dans une congère. Après ça, il était impossible pour quiconque de quitter le train. Le témoignage de M. Hardman, qui est membre d'une agence de détectives à New York, démontre que personne n'aurait pu passer devant son compartiment, le numéro 16 tout au fond, sans être vu de lui. Nous sommes donc forcés d'en arriver à la conclusion que le meurtrier se trouve parmi les occupants d'une voiture, en particulier la voiture Istanbul-Calais. Mais je vais vous exposer une théorie alternative. C'est très simple. M. Ratchet avait un ennemi qu'il craignait. Il avait donné une description de cet ennemi à M. Hardman et lui avait dit que la tentative de meurtre, si elle devait avoir lieu, se passerait très vraisemblablement la 2e nuit après être parti d'Istanbul. À présent, je vous affirme, mesdames et messieurs, que M. Ratchet en savait bien plus qu'il ne l'a dit. L'ennemi, comme M. Ratchet s'y attendait, est monté dans le train à Belgrade, ou, c'est possible, à Vinkovci, par la porte ouverte par le colonel Arbuthnot et M. McQueen qui venaient de descendre sur le quai. On lui a fourni un uniforme de conducteur de wagon-lit, qu'il portait par-dessus ses vêtements normaux, et un passe-partout qui lui permettait d'avoir accès au compartiment de M. Ratchet, en dépit du fait que la porte était verrouillée. M. Ratchet était sous l'influence d'un somnifère. Cet homme l'a poignardé, avec une grande férocité, et a quitté le compartiment par la porte communicante menant au compartiment de Mrs. Hubbard. « C'est exact, » dit Mrs. Hubbard en hochant la tête. Il a enfoui le poignard qu'il avait utilisé dans la trousse de toilette de Mrs. Hubbard en passant. Sans s'en rendre compte, il a perdu un bouton de son uniforme. Puis, il s'est glissé hors du compartiment et allongé le couloir.
Il a enfoncé à la hâte l'uniforme dans une valise qui se trouvait dans un compartiment vide, et quelques minutes plus tard, vêtu de ses vêtements normaux, il a quitté le train juste avant qu'il ne se remette en marche, en utilisant une fois de plus le même moyen de sortie, la porte près du wagon-restaurant. Tous retinrent leur souffle. « Et pour la montre ?» demanda M. Hardman. « Voilà l'explication de toute l'histoire. M. Ratchett avait omis de reculer sa montre d'1 heure, comme il aurait dû le faire à Zaribrod. Sa montre était encore à l'heure de l'Europe de l'Est, qui est 1 heure en avance de l'heure de l'Europe centrale. Il était 00:15 lorsque M. Ratchett fut poignardé, et non 1h15. « Mais cette explication est absurde !» s'écria M. Bouc. « Que faites-vous de la voix qui a répondu depuis le compartiment à 00:37 ? C'était soit la voix de Ratchett, soit la voix du meurtrier. » « Pas nécessairement. Il aurait pu s'agir, d'une 3e personne. Quelqu'un qui serait allé parler à Ratchett et qui l'aurait découvert mort. Il a sonné pour faire venir le conducteur. Ensuite, il a eu la frousse, pour ainsi dire. Il a eu peur d'être accusé du crime. Et il a répondu en se faisant passer pour Ratchett. »« C'est possible, » admit M. Bouc à contre-cœur. La princesse Dragomirov regarda Poirot droit dans les yeux. « Comment expliquez-vous le témoignage de ma femme de chambre, monsieur ? » ?»« C'est très simple, madame. Votre femme de chambre a reconnu le mouchoir que je lui ai montré comme étant le vôtre. Elle a, d'une certaine façon, essayé maladroitement de vous protéger. Elle a bien croisé l'homme, mais plus tôt, lorsque le train était à la gare de Vinkovci. Elle a prétendu l'avoir vu 1 heure plus tard, avec l'idée confuse de vous fournir un alibi inattaquable. » Il y eut un silence. Puis tous sursautèrent lorsque le docteur Constantine frappa soudain la table du poing. « Mais non !» s'écria-t-il. « Non, non et non ! C'est une explication qui ne tient pas la route. Le crime n'a pas été commis ici. » Poirot lui lança un regard curieux. « Je vois que je vais devoir vous fournir ma 2e solution. Mais n'abandonnez pas celle-ci trop vite. Il se peut que vous soyez d'accord avec elle plus tard. » Il se retourna pour faire face aux passagers. « Il y a une autre solution possible à ce crime. Après avoir entendu tous les témoignages, je me suis penché en arrière sur mon siège, et j'ai fermé les yeux et commencé à réfléchir. Certains détails me paraissaient mériter une certaine attention. Le premier, et le plus important, était une remarque faite par M. Bouc dans le wagon-restaurant lors du déjeuner le premier jour après notre départ d'Istanbul, sur le fait que tous les gens réunis ici étaient intéressants, car si différents. Ils représentaient toutes les classes sociales et toutes les nationalités. J'étais d'accord avec lui, mais lorsque ce détail particulier m'est revenu à l'esprit, j'ai essayé d'imaginer s'il aurait été vraisemblable qu'une telle assemblée soit réunie dans n'importe quelle autre condition. Et la réponse qui me vint fut « Il n'y a qu'aux États-Unis que l'on pourrait voir ça. Aux États-Unis, il pourrait y avoir une maisonnée composée d'une telle variété de nationalités. Un chauffeur italien, une gouvernante anglaise, une bonne d'enfants suédoise, une dame de compagnie française, etc., etc. » Ce qui me conduisit à auditionner chaque personne pour un certain rôle dans la tragédie des Armstrong. Eh bien, cela m'a donné un résultat extrêmement intéressant et satisfaisant. Prenez tout d'abord le témoignage de M. McQueen. Lors de mon second interrogatoire avec lui, il a fait une remarque assez curieuse. Je lui avais décrit le papier retrouvé qui mentionnait l'affaire Armstrong. Il a dit « Mais enfin », puis s'est arrêté avant de poursuivre. « Je veux dire, c'était très imprudent de la part du vieil homme. » À présent, je sens que ce qu'il voulait dire, c'était « Mais bien sûr que cela a été brûlé. » Dans ce cas, McQueen était au courant de la lettre et de sa destruction. En d'autres mots, il était soit le meurtrier, soit un complice du meurtrier. Prenez ensuite le valet de chambre. Il a dit que son patron avait l'habitude de prendre un somnifère lorsqu'il voyageait en train. Mais Ratchett, en avait-il pris un la nuit dernière ? Le pistolet automatique caché sous son oreiller fait mentir cette information. Ratchett avait l'intention de rester en alerte, quel que soit le narcotique qui lui a été administré. Cela s'est fait à son insu. Par qui ? De toute évidence, par McQueen ou par son valet de chambre. Maintenant, passons au témoignage de M. Hardman. Le seul moyen efficace pour protéger Ratchett aurait été de passer la nuit dans son compartiment,
ou dans un endroit d'où il aurait pu surveiller la porte. La seule chose que son témoignage montre, c'est que personne, provenant d'une autre partie du train, n'aurait eu la possibilité de tuer Ratchet. Cela trace un cercle précis autour de la voiture Istanbul-Calais. Vous avez probablement tous entendu à présent parler des paroles que j'ai surprises entre Miss Debenham et le colonel Arbuthnot. À mon avis, ce qu'il fallait retenir, c'est que le colonel Arbuthnot l'appelle Marie, et qu'il avait clairement une relation proche avec elle. Mais le colonel était censé l'avoir rencontrée seulement quelques jours auparavant. L'autre détail, c'était que Miss Debenham connaissait parfaitement le terme américain « longue distance » pour un appel téléphonique. Pourtant, Miss Debenham m'avait dit ne jamais être allée aux États-Unis. Passons à un autre témoin. Mrs. Hubbard nous avait dit que, allongée sur son lit, elle ne pouvait pas voir si la porte communicante était verrouillée ou non, et qu'elle avait donc demandé à Miss Olson de vérifier pour elle. Sa déclaration aurait été vraie si elle avait occupé un compartiment qui portait un nombre pair. Dans les compartiments de nombres impairs, tels que le compartiment numéro 3, le premier compartiment de Mrs. Hubbard, le verrou est bien au-dessus de la poignée, et ne peut donc en aucun cas être caché par la trousse de toilette. J'en suis donc arrivé à la conclusion que Mrs. Hubbard avait inventé un incident qui ne s'était jamais produit. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelques mots au sujet de l'heure. Selon moi, le détail vraiment intéressant au sujet de la montre cabossée, c'est l'endroit où elle a été retrouvée, dans la poche de pyjama de Ratchet. Un endroit singulièrement inconfortable et invraisemblable pour y placer une montre. J'étais donc sûr que la montre avait été mise délibérément dans la poche et que c'était une fausse preuve. Le crime, alors, n'avait pas été commis à 1h15. Avait-il été commis plus tôt? Pour être exact, à minuit 37? Mon ami, M. Book, a avancé un argument en faveur de cette théorie, le cri strident, qui m'a tiré de mon sommeil. Mais si Ratchet était complètement drogué, il n'aurait pas pu crier. Je me suis souvenu que McQueen avait attiré mon attention sur le fait que Ratchet ne savait pas parler français. J'en suis arrivé à la conclusion que tout ce qui s'était passé à minuit 37 était une comédie jouée à mon intention. Ils ont pensé que je continuerais de croire que puisque Ratchet ne parlait pas français, la voix que j'avais entendue à minuit 37 ne pouvait pas être la sienne, et que Ratchet devait déjà être mort. Mais je suis convaincu qu'à minuit 37, Ratchet était encore allongé dans son lit, drogué et endormi. Mais le tour a marché. J'ai ouvert ma porte et j'ai regardé dans le couloir. Maintenant, quelle est l'heure véritable du crime? Et qui l'a tué? D'après moi, et ce n'est pas une opinion, Ratchet a été tué à une heure proche de 2 heures du matin, l'heure la plus tardive que le docteur pense possible.